Bonjour à tous et bienvenue dans Gastro Munich, une émission spéciale réalisée avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Nous sommes à Munich pour l'Oktoberfest. Voici le sommaire. Les chiffres fous de l'Oktoberfest, 500 000 poulets rôtis, 250 000 saucisses, 80 000 jarrets de porc, des dizaines de milliers de bretzels engloutis et plus de 6 millions de litres de bière. La bière, un marché en pleine mutation. Les Allemands en boivent de moins en moins. Les Français, eux, se tournent de plus en plus vers la bière artisanale et sans alcool. Un style élégant et poétique. L'illustratrice munichoise Kira Thiel croque l'ambiance de la fête et ses costumes traditionnels, les fameux Drindel pour les femmes et Lederhosen pour les hommes. Une affaire de tradition et de business. Loin des clichés de la fête, l'Oktoberfest est aussi un événement d'affaires. C'est ce que nous expliquera Laure Munch, directrice d'une agence de communication. L'hymne de la fête en fin d'émission, de la musique, car c'est aussi ça, l'Oktoberfest. De la musique traditionnelle sous chaque tente, jusque tard le soir. Nous sommes donc à Munich. Oktoberfest, c'est l'une des plus grandes fêtes populaires au monde, avec plus de 6 millions de visiteurs chaque année. Qu'est-ce que cette fête représente pour eux? Nous sommes allés leur poser la question. On adore la bière, alors on s'est toujours dit que c'était le lieu où il fallait être, et nous voilà. J'adore l'Oktoberfest. C'est quelque chose que je connais depuis mon enfance, une vraie tradition. C'est un lieu où tout le monde se retrouve. C'est tellement inclusif, tellement chaleureux. Tout le monde vient, tout le monde partage. Je suis un amoureux de la bière et ici, c'est le paradis. Des gens du monde entier se retrouvent ici et c'est ce qui rend ça génial. L'Oktoberfest, c'est la plus grande fête du monde. J'ai voyagé partout, mais rien n'est comparable à ça. Regarde autour de toi, c'est tellement fun. Il y a une ambiance incroyable, plein de choses à faire. C'est vraiment à la hauteur de sa réputation. La foule, les animations, la nourriture, la bière. Et quelle bière! Ils font la meilleure spécialement pour l'Oktoberfest. C'est juste fantastique. Et nous sommes maintenant dans la tente Marstal, l'une des 14 grandes tentes officielles de l'Oktoberfest de Munich. C'est bien plus qu'une simple fête de la bière, à consommer évidemment avec modération. Cet événement fait partie intégrante de l'identité bavaroise. L'an dernier, elle a réuni cette fête plus de 6 millions de visiteurs venus du monde entier. Avec nous, Julien Frénois. Bonjour Julien. On va plonger dans les origines de cet événement désormais mythique, découvrir des chiffres étonnants sur ce que l'on consomme ici. Et puis on s'intéressera aussi aux tenues traditionnelles qui donnent à l'Oktoberfest cette ambiance si particulière. Pour commencer Julien, d'où vient l'Oktoberfest? Comment est née cette grande fête en 1810? Eh bien cette immense fête populaire est née, écoutez bien, d'un mariage royal. Retour en 1810, ici à Munich. Le prince héritier Ludwig de Bavière, futur roi Louis Ier, épouse la princesse Thérèse de Saxe-Hildburghausen. Pour célébrer l'événement, la ville organise de grandes festivités, courses de chevaux, rassemblements populaires, rien à voir à l'époque avec les grandes tentes de bière que l'on connaît aujourd'hui. La fête plaît tellement qu'on décide de la refaire l'année d'après, puis l'année suivante, et ainsi de suite. Ça a duré dans les années. Aujourd'hui, c'est plus de 6 millions de visiteurs chaque année à Munich, une fête qui n'a plus grand-chose, avouons-le, avec ce qui se passait auparavant. Imaginez un petit peu, vous vous mariez et 2 siècles plus tard, on célèbre toujours l'événement avec des milliers de gens déguisés, dansant sur les tables, parfois trop ivres même pour retrouver la sortie. Pas sûr que le prince Ludwig l'aurait imaginé comme ça. Mais attention, à l'origine, il n'y avait ni bière, ni saucisses géantes. Ce n'est que 8 ans plus tard, en 1818, que la nourriture et la bière font leur entrée à l'Oktoberfest. Vous savez, Julien, combien de litres et de places sont engloutis chaque année ici à l'Oktoberfest? Je crois que les chiffres donnent un peu le vertige. Oui, beaucoup, vraiment beaucoup. Entre 6 et 7 millions de litres de bière sont consommés chaque année pendant les 2 semaines du festival. Et ici, pas de pinte ni de demi, la bière est servie dans des masses. C'est chopes d'1 litre. Le record en 2011 avec 7,9 millions de litres bu. Et l'ivresse a un prix. Cette année, une chope de bière peut coûter jusqu'à
15,80 €, mais ça ne décourage pas grand monde. Qui dit bière dit aussi solide. On déguste chaque année environ 500 000 poulets rôtis et plus de 250 000 saucisses. De quoi tenir jusqu'à la tournée suivante, même si l'alcool, rappelons-le, est à consommer avec modération. Et puis, que serait l'Oktoberfest, Julien, sans leurs incontournables costumes, Dirndl pour les femmes, Lederhosen pour les hommes, mais au fond, est-ce que vous savez d'où viennent ces costumes et ce qu'ils représentent vraiment? Alors le Dirndl, déjà pour les femmes, c'est bien plus qu'une robe. Corsage ajusté, chemisier blanc, jupe et tablier. Et le nœud, faites attention au nœud du tablier, car ce n'est pas qu'un détail. À gauche, vous êtes célibataire, à droite, vous êtes prise. Chez les hommes, le Lederhosen est le plus souvent un shirt en cuir à bretelles. Il vient des vêtements de travail des paysans alpins. Résistant, pratique, parfait pour lever sa chope avec style. Des habits d'origine modeste devenus emblème d'une fête à la fois traditionnelle, festive et un brin folklorique, avouons-le. L'Oktoberfest peut être frisqué comme c'est le cas en ce moment. C'est pourquoi il convient de superposer les couches. Merci beaucoup Julien Frénois. On va continuer de parler de mode à présent avec Kera Thiel, une illustratrice munichoise. Elle a collaboré avec Chanel, Cartier ou encore Nespresso, mais aussi avec l'hôtel Mandarin Oriental ici à Munich. Chaque année, elle croque l'ambiance de l'Oktoberfest avec des robes colorées, des détails élégants et l'esprit festif. Je pense que le style dont je viens ou qui a vraiment, mes débuts sont vraiment dans le dessin de mode, donc l'illustration de mode, et c'est ce qui m'inspire, ce qui m'a toujours inspiré le plus. Mais les dernières années, ça a aussi un peu changé, aussi grâce aux réseaux sociaux, donc je m'adapte un peu. Je pense que mon style, pour décrire mon style, c'est surtout des traits noirs, donc de l'encre noire mélangée à de l'aquarelle ou aussi au numérique. Et sinon, bien sûr que je suis illustratrice, donc je prends des commandes et je m'adapte à mes clients. Donc je dessine ce qu'on me demande aussi la plupart du temps. Un projet dont j'étais très fière parce que il y avait vraiment beaucoup de prestige et c'était vraiment un très très beau projet. Ça a été pour le Grand Palais à Paris. C'était une petite série que j'ai fait pour les réseaux sociaux du Grand Palais avant qu'il ferme pour être rénové pendant, je crois, 4 ans. Et il vient de réouvrir d'ailleurs. Donc ça, c'était vraiment, oui, c'était un des projets dont j'étais très fière. Mais maintenant aussi, j'ai fait un grand projet avec Nespresso qui ont ouvert la première maison Nespresso en Allemagne. Et là aussi, j'ai travaillé sur des sujets munichois, sur des thèmes bavarois. Et là aussi, parce que Nespresso, c'est vraiment une compagnie dont j'ai toujours rêvé de travailler avec eux. Donc ça aussi, j'en suis assez fière là, en ce moment. Et aussi là, par exemple, parce qu'on y est, aussi j'aime beaucoup travailler avec les hôtels, notamment avec le Mandarin Oriental ici à Munich. Ça fait plusieurs années, la 4e année là, que nous réalisons une cruche de bière avec un dessin, chaque année un nouveau dessin. Et les clients du Mandarin la collectionnent. Et ça aussi, moi, même si j'ai l'habitude de voir mes dessins imprimés, mais de les voir imprimés sur autre chose que du papier, c'est aussi encore quelque chose de vraiment spécial. L'Oktoberfest, bien sûr que c'est... Bon, comme vous avez sûrement déjà vu, il y a beaucoup de mauvais goût aussi, mais l'Oktoberfest, c'est vraiment... Je peux vraiment puiser dans tellement d'éléments, c'est les couleurs, c'est ce côté très bavarois, folklorique, très riche, beaucoup de détails historiques, tous les tissus, les couleurs et aussi aujourd'hui malheureusement le ciel est gris, mais il y a vraiment le premier week-end, le ciel était très bleu, c'est les couleurs bavaroises, le drapeau bavarois, tout ça, ça peut être très inspirant et il y a plein de motifs qui peuvent être vraiment très sympas et qui m'inspirent. Je pense que là, depuis que j'ai des enfants, je me rends compte que ça revit aussi, ça me fait revivre aussi mes souvenirs d'enfance, qu'en fait, c'est les souvenirs d'enfance et Oktoberfest qui sont les plus beaux. C'est
passer un après-midi avec mon père en se promenant sur Oktoberfest. Mon père était directeur du musée de la ville de Munich, donc il passait beaucoup de temps aussi à parler avec les forains, je crois qu'on dit les forains, non, ils rachetaient aussi en partie, pour le musée, ils achetaient des anciens manèges. Donc ça, c'était toujours, il y avait toujours ce côté d'un peu regarder derrière les coulisses et tout ça. Et je pense que pour les enfants, c'est vraiment merveilleux. Donc c'est surtout les beaux souvenirs d'enfance. L'Oktoberfest est à la fois un rendez-vous convivial, on le sait, entre amis ou en famille, mais c'est aussi, on le sait moins, un outil de relations publiques pour les entreprises. Elles sont nombreuses à réserver des tables pour accueillir leurs clients et renforcer leur réseau. Nous sommes avec Laure Munch, bonjour, cofondatrice de l'agence Melchior en Allemagne. On connaît l'Oktoberfest donc comme une grande fête de la bière, mais c'est aussi un lieu de business. Comment ça s'explique, Laure ? Tout à fait, Corentin. On distingue là clairement les visiteurs qui viennent bien sûr du 4 coins du monde entier avec les locaux qui en profitent pour se retrouver et d'utiliser ce grand moment social pour effectivement faire du business, inviter des partenaires, socialiser et créer effectivement du réseautage et créer encore des multiplicateurs. Concrètement, comment ça se passe quand une entreprise est à la table avec un client qu'est-ce qui se passe ? Alors tout simplement, il existe de grandes entreprises, comme par exemple aussi parmi nos clients, le groupe IAG Hotels & Resorts, qui invite des talents, c'est-à-dire des influenceurs, des acteurs, qui les invitent à venir partager la table avec eux. On invite à côté la presse. On crée un moment fort et bien sûr après vous boostez évidemment la visibilité dans la presse, etc., etc. Donc évidemment il y a des grandes marques comme des marques hôtelières, on a aussi Tiffany, on a Bulgari et donc effectivement il y a plusieurs mécaniques. Soit effectivement on se réunit et c'est peut-être un moment de merci pour l'entreprise de se retrouver autour d'une table, ou alors on veut générer encore de la visibilité au travers de la presse. Il y a des lieux spécifiques dédiés au sein de l'Oktoberfest à ces rendez-vous, ou est-ce que ça se mélange aussi avec des familles, des amis autour ? Alors je dirais qu'il y a des tentes qui se prêtent plus, qui sont plus spécifiques que d'autres. On a des tentes, je dirais, plus pour les visiteurs et les touristes. Et on aura des tentes qui, on sait que vraiment là, elles sont vraiment peut-être un peu plus haut de gamme. On va avoir du champagne, du vin. C'est aussi une grande tendance aujourd'hui. On n'a plus que de la bière. On a du vin, du champagne. On a aussi maintenant du sans-alcool. Donc effectivement, voilà, ça se distingue, je dirais, par là. Je pense que les locaux ne vont pas forcément dans les mêmes tentes que les visiteurs. Et est-ce que ce côté réseautage, il peut changer un petit peu l'ambiance de cette fête ? Mais complètement. C'est-à-dire que ce côté-là, on a beaucoup de gens en fait qui ne vont même pas boire de l'alcool. Ils vont tous faire semblant, ils vont y aller plusieurs fois, parfois même tous les soirs, juste pour créer des contacts. Voilà, mais c'est pas forcément le même but et le même objectif que quelqu'un qui viendra par exemple de France, d'Italie ou d'Angleterre pour profiter de la fête. Et pour vous, personnellement, pour finir, ça représente quoi l'Oktoberfest ? Pour moi, c'est un magnifique moment. Alors j'ai deux volets, j'ai le côté personnel, je trouve que c'est un moment qui fait rayonner la Bavière, Munich, et c'est un moment traditionnel. Il y a un défilé aussi en costume traditionnel le premier jour à l'ouverture, c'est vraiment très très beau, on y va en famille, costumés tous ensemble. On a aussi un carrousel, on peut aller s'amuser le week-end sur la fête foraine. Et à côté de ça, pour moi, il y a évidemment le côté business, où je vais y aller aussi en semaine, avec une consommation, par exemple, d'alcool qui est très basse, pour pouvoir effectivement réseauter, rencontrer des gens, créer du business et des contacts. Merci beaucoup, Laure Munch. Je rappelle que vous êtes donc cofondatrice de l'agence Melchior Germany, ici à Munich. En Allemagne, la bière reste une boisson de référence, même si sa consommation baisse doucement depuis une trentaine d'années. En France, on consomme 3 fois moins de bière que les Allemands, mais on compte beaucoup plus de brasseries et la bière sans alcool ne cesse de faire de nouveaux adeptes. On fait le point avec Nicolas Kirillovitz. Les chiffres sont clairs, on consomme beaucoup moins de litres de bière par habitant en France qu'en Allemagne. 33 litres pour un Français contre 88 pour un Allemand. La différence est énorme et place les deux pays aux extrémités du classement européen. Alors que nos amis allemands trustent la médaille de bronze de la consommation de litres de bière par habitant, nous les Français, nous sommes tout simplement les bons derniers, devancés par l'Italie et la Grèce. Tout en haut du classement, on retrouve donc l'Allemagne. Troisième, je vous le disais, devant elle, l'Autriche avec 90
99 litres par habitant, mais surtout la République tchèque, 128 litres par habitant annuellement. C'est 4 fois plus en moyenne que les Français. Alors ces différences, en particulier entre la France et l'Allemagne, ont-elles toujours existé? Eh bien oui, et elles étaient même plus importantes auparavant. En 2003, écoutez bien, quand vous n'étiez pas né, Corentin, un Allemand buvait en moyenne par an 118 litres de bière, un Français 35 litres. Seulement, serait-on tenté de dire, soit presque autant qu'aujourd'hui. Vous le comprenez donc, en Allemagne, la consommation de bière a tendance à diminuer depuis quelques décennies, alors qu'en France, elle est plutôt stable, même si bien sûr largement inférieure historiquement. Autre différence étonnante entre les deux pays, le nombre de brasseries en fonctionnement. Alors que l'on pourrait penser qu'il y a beaucoup plus de brasseries outre-Rhin qu'en France, eh bien pas du tout, c'est l'inverse en réalité. En France, on compte 2500 brasseries en activité. On est cette fois-ci tout en haut du classement européen contre 1500 en Allemagne qui est une nouvelle fois 3e en Europe. Et ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que les Français chérissent les petites brasseries de proximité et artisanales quand les Allemands préfèrent eux davantage les gros producteurs. D'ailleurs, ça se ressent au niveau de l'emploi. Près de 28 000 personnes vivent de l'industrie de la bière en Allemagne contre 8 000 en France. Il y a en revanche un point sur lequel Français et Allemands se suivent, comme tout le reste de l'Europe d'ailleurs, c'est la formidable croissance du marché de la bière sans alcool, inexistante il y a quelques années encore. Ce type de bière séduit de plus en plus de consommateurs, qu'ils soient allemands, français ou européens. Et je le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Depuis 2024, le projet Plus de Bio à l'Oktoberfest ambitionne d'augmenter la part de produits bio et locaux ici dans les grandes tentes. Objectif, concilier à la fois plaisir, qualité et durabilité des produits. On fait le point avec Johanna Zirl de l'association Bioland, ici en Bavière. L'un des grands objectifs, c'est d'augmenter la part des produits issus de l'agriculture biologique à l'Oktoberfest. C'est vraiment l'idée principale. Aujourd'hui, on retrouve de plus en plus de produits bio de base, du poulet, du fromage, des bretzels, des desserts. Pratiquement tout ce qu'on peut manger sur l'Oktoberfest existe désormais aussi en version biologique. Certains stands ou grandes tentes sont entièrement certifiés bio. 2 ou 3 ont obtenu une certification officielle et au total, sur les 12 grandes tentes du festival, plusieurs disposent désormais d'un label biologique. Bien sûr, la qualité et les normes élevées impliquent un coût, mais il est essentiel que les producteurs et les agriculteurs soient rémunérés justement. Nous avons trouvé un bon équilibre, chacun reçoit une part équitable, personne ne capte l'ensemble des bénéfices et nous travaillons en étroite collaboration pour que le modèle reste viable. Nous avons par exemple choisi de ne pas imposer des menus complets bio ou des tentes entièrement bio, mais plutôt de sélectionner des produits spécifiques. Cela permet de maintenir des prix accessibles tout en garantissant la qualité. For me personally, there is no other kind of farming or working than biologically because Pour moi, il n'y a pas d'autre façon de produire ou de travailler. C'est la seule voie possible. It's really nice to see how the organic Le monde du bio repose sur la coopération, pas sur une logique hiérarchique. because it's really together. It's not from up to down. And for me, of course, there's like the climate. Et puis en tant qu'agricultrice de formation, je sais à quel point le changement est nécessaire pour le climat. Il faut absolument recréer du lien entre les gens et leur alimentation. Voir les visages derrière nos assiettes, comprendre d'où viennent nos produits, c'est à mes yeux la clé de tout. And for me, that's the key. Rivalité commerciale, intrigue familiale, meurtre, on va désormais s'intéresser à une série disponible sur Netflix, Oktoberfest, Beer and Blood. C'est une fiction, c'est important de le dire, qui raconte l'histoire d'un brasseur qui a de grandes ambitions et la fête munichoise va servir de décor. On en parle avec vous, Matt Finance. C'est quoi cette série exactement? Alors, Oktoberfest Beer and Blood ou Oktoberfest 1900 en allemand, c'est une mini-série de 6 épisodes diffusée en septembre
septembre 2020 sur la chaîne allemande Das Erste en France. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est sur Netflix qu'elle est disponible. Au casting, on retrouve des actrices connues du petit écran allemand comme Misel Matisewicz, Martina Gedeck, Klaus Steinbacher ou encore Brigitte Obmeier. De quoi ça parle ? Alors, cette série, Oktoberfest Beer and Blood, c'est une série qui raconte l'histoire du projet fou d'un brasseur venu de Nuremberg, Kurt Prank. On est en 1900 et ce dernier veut créer pour la première fois à l'Oktoberfest une tente pouvant accueillir 6000 personnes. Mais pour cela, il va falloir faire le ménage. Et Kurt Prank n'est pas du genre à faire ça de la douceur. Meurtre, chantage et coups dans le dos sont au programme. Et cette série, vous la trouvez bien? Est-ce que vous nous la recommandez? Vous l'avez vue? Ouais, je l'ai vue et clairement, on se fait emporter par ce récit sanglant et impitoyable. La série a d'énormes qualités. Chaque épisode commence par son excellent générique qui nous met directement dans le bain avec le titre Vos Überbleit du groupe Drei Viertelblut. Les autres musiques de la série sont tout aussi qualitatives. Et je parle pas de la réalisation, c'est beau, avec de bonnes idées visuelles. La série a d'ailleurs gagné un prix pour sa mise en scène, signé Félix Kramer. Et de même que l'acteur Klaus Steinbacher, qui a reçu le prix de la révélation masculine en 2021 pour la télévision allemande. Le jeu d'acteur de l'ensemble du casting est d'ailleurs très bon, bref, c'est un vrai plaisir. Et cette série, justement, ici, à l'Oktoberfest, comment a-t-elle été reçue et par tous les professionnels qui l'entourent, cette grande fête allemande? C'est toujours un peu compliqué. C'est-à-dire que artistiquement, la série est un succès critique, avec des prix et une audience plutôt convaincante. Mais historiquement, c'est un peu le naufrage. C'est-à-dire que la série a été la cible de nombreuses contestations de la part d'historiens, mais surtout de l'organisation de l'Oktoberfest, qui déplore une image de la fête comme violente, sexuelle, dépravée. Et il faut comprendre que la série annonce être tirée de faits réels, mais la réalité est tout autre. Certes, le personnage principal s'inspire d'un vrai restaurateur nurembergeois, Georges Lang, qui voulait bel et bien révolutionner l'Oktoberfest avec la plus grosse tente jamais montée. Mais jamais il n'a été question de meurtre, de manipulation ou autre joyeuseté. Quelques anachronismes sont aussi à déplorer, comme la présence de la barbe à papa alors qu'elle n'est commercialisée qu'à partir de 1905. Bref, il faut garder à l'esprit que la série est avant tout une fiction, une bonne fiction, mais c'est tout. Et si l'on veut continuer à voir l'Oktoberfest sur nos écrans, est-ce que vous avez d'autres recommandations? On attend patiemment que la saison 2 de Oktoberfest Beer and Blood soit disponible en France. Elle vient tout juste d'ailleurs d'être diffusée en Allemagne. Je sais, j'ai dit que c'était une mini-série, mais que voulez-vous, quand la qualité est là, pourquoi s'en priver? Sinon, peu de films ont inspiré cette fête mythique, même si mon préféré reste un film érotique allemand de 1974 intitulé Oktoberfest, da kann man fest. En français, ça donne « Ah, quel plaisir de s'en servir !» Mais je crois même, d'ailleurs, Corentin, que c'est votre film préféré. On vous reconnaît bien là, un peu taquin, Matt. On va à présent brasser les idées reçues autour de la bière. On pense souvent par exemple qu'elle fait grossir ou que l'on ne peut pas la déguster avec un plat. On la boit aussi glacée pour mieux l'apprécier. Mais est-ce la meilleure manière de la déguster? Des réponses à ces questions et bien plus encore avec Nicolas Kirillovitz. Alors Corentin, allons droit au but, puisque je sais que le sujet vous est cher. La bière fait-elle grossir? Eh bien oui et non. Désolé pour cette réponse ambiguë, mais en réalité la bière ne fait pas plus grossir que les autres alcools, moins même si l'on compare sa valeur calorique au vin ou au whisky par exemple. En revanche, pour ne pas grossir à cause de votre consommation de bière, il est préférable d'en boire peu et d'éviter d'accompagner votre demi ou votre pain de cacahuètes, chips ou pizza. Forcément, ces produits n'aident pas à maintenir la forme. Aussi, vous l'aurez compris, pour ne pas prendre de poids en buvant, la meilleure idée, c'est de consommer de l'eau. Et puisqu'on parle d'eau, intéressons-nous à un autre sujet qui fait débat. La bière est-elle hydratante quand il fait chaud ou après un effort important? On a parfois envie de prendre une bonne bière bien fraîche pour étancher sa soif, mais est-ce une bonne idée? Eh bien, pas vraiment. Une bière, même composée à 90% d'eau, va peut-être calmer votre sensation de soif, mais en réalité, elle ne va pas vous permettre de vous hydrater complètement. En effet, c'est bien connu, la bière, ça fait faire pipi, ce qui peut favoriser parfois la déshydratation. Un peu comme pour la prise de poids, le mieux, c'est de penser à l'eau quand on veut s'hydrater. Et si vous avez envie tout de même d'une bonne bière, vous vous demandez peut-être s'il faut la boire fraîche, très fraîche ou pas fraîche du tout. Là encore, on entend un peu tout et n'importe quoi sur le sujet.
Alors sachez qu'il n'y a pas de réponse parfaite, cela dépend en réalité du type de bière que vous buvez. Une chose est sûre, en revanche, c'est une très mauvaise idée que de congeler une bière quelques minutes avant de la consommer ou de la laisser dans un frigo trop froid. Une bière trop fraîche, c'est une bière qui perd de son goût. L'idéal, comme pour le vin, c'est la cave, sinon un endroit à l'abri des chocs de température, puis un petit tour au frigo avant la dégustation. Et puisqu'on parle de dégustation, vous serez sûrement tenté, Corentin, durant cet Oktoberfest, de goûter à des bières différentes. Mais alors, vous aussi, vous croyez peut-être que plus une bière est foncée ou brune, plus elle est alcoolisée? Eh bien, pas du tout, vous faites fausse route. Il n'y a pas de corrélation entre la couleur d'une bière et le taux d'alcool qu'elle contient. La couleur d'une bière dépend uniquement du malt utilisé lors de son processus de fabrication. Enfin, pour terminer ce tour d'horizon des idées reçues, penchons-nous sur une bière en plein essor depuis quelques années, la bière sans alcool, ou plutôt serais-je tenté de dire la bière avec très peu d'alcool. Car oui, en effet, cette appellation de bière sans alcool peut être utilisée en France si le taux d'alcool ne dépasse pas 1,2%. Alors, en réalité, ne vous inquiétez pas, le taux d'alcool sur le marché pour ce type de produit est bien inférieur, plutôt de l'ordre de 0,3 à 0,4%. Et désormais, il y a des producteurs qui ont réussi à descendre sous la barre des 0,03% d'alcool, soit des vraies bières sans alcool. Pour en savoir plus, regardez attentivement les informations inscrites sur l'étiquetage de votre bière quand vous l'achetez. Et je vous le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sous les tentes, la musique tient une place toute particulière pour l'Oktoberfest. Nous allons vous faire découvrir un groupe de musique, Osmi, un groupe qui joue de la musique traditionnelle bavaroise, mais aussi des reprises. Normalement, on joue surtout de la musique festive pour les mariages, mais aussi de la musique traditionnelle bavaroise, un peu de rock, de pop et les grands tubes du moment. En général, on commence avec des morceaux bavarois traditionnels, puis on passe à un peu de pop autrichienne, de Schlager, c'est de la variété germanique, et on termine avec les classiques du rock, comme Living on Prayer, Hey Baby, ou encore des choses comme Bella Napoli et d'autres titres internationaux. Vraiment, j'adore le public et j'aime aussi cette grande tente. Pour moi, c'est la plus belle du festival. L'ambiance est incroyable, les serveurs, les gens partout dans la tente, mes musiciens. Il y a une vraie énergie, un esprit particulier. C'est unique au monde. L'Oktoberfest, c'est le plus grand festival du monde et j'adore cette atmosphère. On va se quitter en musique maintenant. Gastro Munich, c'est terminé. Merci à HF Prévention, Radio Klangbrett et Radio Sensation. Cette émission est à retrouver sur nos réseaux sociaux. À très bientôt. Auf mein Kommando, die Krüge!